je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Pascal Signolet. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission, L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de réalisateurs, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Le propos de l'émission est partisan de la vie, partisan de l'amour. Nous y mettons en lumière des profils et personnalités connues ou inconnues, mais d'exception, qui par leur exemple nous donnent envie de nous approprier le monde, d'inventer nos vies et de bâtir une humanité meilleure, plus tendre, plus fraternelle, bref, de vivre ensemble mieux. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Signolet, créateur du festival Atmosphère pour un monde durable. Avec lui, nous parlerons de chimpanzés, d'agroécologie, de cinéma, de street art, mais pas que. Nous verrons une fois de plus que l'art est une clé d'entrée philosophique, esthétique, de compréhension subtile et sensible du monde, que l'art est producteur de visions, de valeurs sociétales alternatives, apport de nouveaux référentiels culturels, d'idées et d'idéaux, d'utopies, tels des châteaux dans le ciel à partir desquels nous élevons le monde. Une fois encore, car nous n'aspirons pas au repos, apportons notre pierre à l'édifice. Pensons et rendons les utopies concrètes, renouons avec des idéaux, car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. To be lies, know the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need Bonjour Pascal Signolet. Bonjour. Vous êtes créateur du festival Atmosphère pour un monde durable. C'est un festival international et gratuit de cinéma, théâtre, musique, street art, conférences, débats sur l'évolution du monde. Vous y recevez des gens comme Pierre Rabhi, entre autres, pour parler d'agroécologie, mais aussi des artistes engagés comme Gass, des personnalités comme François Devide, Jean-Marc Borello, Esratat et bien d'autres. Vous dites, dans la présentation du festival, dans la mise en place d'un monde durable, l'art est un outil à part entière, un média qui aide les consciences à évoluer. Je pense qu'il est d'abord important de se poser les bonnes questions en son fort intérieur. L'art a alors tout pour faire tilt. Quant à l'intensité émotionnelle suscitée par l'art, je crois qu'il y a là un véritable catalyseur qui propulse l'homme en avant bien plus que la peur ou la contrainte. Alors Pascal Signolet, on va déjà commencer par parler de vous avant que vous nous présentiez ce festival. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors très bien, mais j'ai déjà envie de vous dire bravo parce que j'ai beaucoup apprécié votre édito. J'ai trouvé ça formidable et très bien écrit. Voilà. Maintenant, donc je suis le créateur du festival Atmosphère. Vous savez qu'un festival, c'est toute une équipe. Et évidemment, je travaille avec une dizaine de personnes qui ont toutes leurs spécialités, leurs sensibilités. Et voilà. Donc moi, je suis réalisateur de documentaires, principalement des documentaires sur l'environnement et la musique. Voilà. Et j'ai voulu faire quelque chose devant ma porte, si j'ose dire, apporter ma petite contribution. Donc comme j'habite à Courbevoie, j'ai souhaité, depuis une dizaine d'années, monter ce festival sur le développement durable parce que je fréquentais beaucoup les festivals en tant que réalisateur.
Et je trouvais qu'il n'y en avait aucun qui répondait un petit peu à ce que j'avais envie de voir ou de faire. Voilà. Et vous aviez envie de voir quoi et de faire quoi? Eh bien, la première chose, c'était que beaucoup de festivals parlaient surtout d'environnement, de nature, et rarement de social, d'économie, de droits de l'homme, de respect. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un festival non seulement qui repose sur le cinéma, mais qui également soit élargi à d'autres formes de création. Parce que pourquoi se priver de toutes les formes de création pour parler du développement durable? Voilà. Vous êtes sensible à quelle forme de création, justement, à titre personnel? Évidemment, l'image en premier, bien évidemment. Alors pourquoi? Ça vous vient d'où, votre parcours de réalisateur? Avant ça, vos études, comment est-ce qu'on vient à s'intéresser à l'évolution de la planète? Il y a tout un parcours, une maturation, c'est depuis tout petit, il y a des rencontres, c'est quoi? Racontez-nous. Ça commence tout petit, quoi. Ça commence dans les arbres, voilà. Tout petit, à la campagne. On grimpe aux arbres. On grimpe aux arbres et on est contemplatif. Voilà, on observe, tout simplement. Et puis après, ça vous quitte plus, quoi. Voilà. Décidément, tous nos derniers invités ont ce côté contemplatif, grimpent aux arbres petits, et c'est la source de leur vocation. Donc voilà. Peut-être qu'il faut retourner à la nature. Et sûrement une vérité là-dedans. Pourquoi vous venez d'où? Vous venez de quel endroit? De Courbevoie, d'ailleurs? Non, je viens de Bourgogne, voilà. Donc j'ai grandi, et ensuite je suis arrivé à Paris, j'ai fait des études comme tout le monde, hein. Et des études de droit, je voulais devenir avocat. Et dans le couloir d'à côté, il y avait un nouvel enseignement qui est arrivé, maîtrise de sciences et techniques de la communication. Et donc j'ai franchi le couloir et j'ai complètement changé d'orientation. Voilà, parce que j'avais un prof, Pascal Lenné. Vous connaissez Pascal Lenné, l'écrivain? Oui. Voilà, qui me disait tu devrais aller voir de l'autre côté, tu trouverais certainement mieux ta place, quoi. Voilà. Donc lui-même avait vu l'adaptation de son premier roman au cinéma, et donc j'ai suivi son conseil et je suis devenu assistant réalisateur, puis réalisateur. Alors, quelle était cette place que vous cherchiez? Quelles étaient vos envies? Qu'est-ce qui vous poussait à l'époque? J'avais envie de parler de choses qui m'intéressent, quoi. Donc, voilà. Défendre des causes en étant avocat, c'était bien, mais je trouvais que c'était plus efficace avec l'image, en fabriquant des films, quoi. Voilà. Pour la démultiplication, pour toucher plus de conscience. Oui, et puis on est libre, on dit ce qu'on veut, on est seul, voilà, et on raconte ce qu'on veut avec notre propre sensibilité. Moi, je suis pas, comment dire, je tourne en rond autour d'un sujet, vous voyez, quand je fais un film. Voilà, donc je le prends sous tous ses aspects. Et le festival, on essaye de le travailler un peu comme ça. Voilà, alors, si vous venez au festival Atmosphère, vous ferez un voyage. Et ça sera comme dans un film, il y aura un début, une fin, et quand vous sortirez, vous serez transformé. Quelque chose d'initiatique. Voilà. Donc, on se sublime, une sorte de catharsis et de transformation. Les détails tout à fait techniques. Donc, c'est du mardi 2 avril au dimanche 7 avril. C'est à Courbevoie et La Défense. C'est où exactement? Donc, ça se passe à La Défense, sur la place de La Défense, où il y a une œuvre d'art participative, collective, qui va se réaliser avec l'artiste Pierre Estève et les salariés de La Défense, les habitants de La Défense, qu'il y en a 20 000, et les enfants des écoles qui sont autour. Voilà. Alors on a déjà commencé à voir les enfants. Pierre Estève est parti dans les écoles, leur dire pourquoi ils faisaient ça d'abord, leur montrer comment on pouvait fabriquer des fleurs avec des bouteilles usagées de plastique. Et les enfants sont complètement enthousiasmés parce qu'ils vivent une sorte de rêve éveillé, parce qu'ils vont fabriquer un champ de fleurs sur La Défense, et ça, c'est une sorte de fantasme. Voilà, c'est génial, quoi. Faire pousser des fleurs au milieu du béton. Ouais. Alors, notre premier projet, c'était pas ça. Alors, c'était quoi? Quel était le premier projet genèse à La Défense, mais on n'a pas pu le faire cette année, mais on le fera. C'était de faire une sorte de catastrophe naturelle, et qu'un matin, tout le monde arrive, et que la nature ait repris ses droits en cassant les dalles. Voilà. Et ça, on est allé très loin, parce qu'on a même fait des essais pour soulever les dalles, etc.
On n'a pas trouvé, on n'avait pas le temps de le faire cette année, mais on le fera. On le fera. Et puis votre côté avocat ou juriste de base s'est interrogé sur les limites peut-être de cette action? Oui, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Mais François Berléand m'avait donné son accord. Il m'a dit, écoute, si tu fais ça, je viens, je fais une performance avec un mégaphone. Et on le fera un jour. Voilà. Alors, la genèse justement du projet, ça naît quand, pourquoi, avec qui? La jeunesse du projet, Atmosphère. la jeunesse du projet, c'est simple. Essayons de faire quelque chose. Chacun a sa petite part, quoi. Voilà. Et donc, j'avais des amis sensibilisés au développement durable, à tous les aspects du développement durable. Alors, est-ce que vous pouvez justement balayer un petit peu ces différents aspects? Pour moi, c'est simple. Hein. Le développement durable, c'est un magnifique projet de société. Voilà, c'est ça. Donc, ça concerne l'éducation, ça concerne la nature, le vivre ensemble, le respect de l'autre. Voilà, c'est ça le développement durable. Simplement. Et l'économie, écouter les salariés. Quand un salarié est heureux dans une entreprise, il travaille mieux. Ça me paraît... Voilà, donc tout me paraît très cohérent et très logique dans le développement durable, donc je suis à fond, voilà. Alors vous avez... Je ne suis pas le seul, hein, toute mon équipe aussi. Alors l'équipe justement, ce sont des gens qui viennent d'où, de quels horizons? Alors l'équipe, il y a Caroline Guidetti qui enseigne le développement durable, qui est une fille formidable qui vient de ce milieu justement depuis. Elle connaît par exemple Pierre Rabhi depuis plus de 20 ans. Quoi. Exactement, voilà. Quelqu'un qui fait partie du club de Budapest de l'Université intégrale et qui officie sur d'autres radios. Voilà, c'est ça, celui-ci est maintenant, mais c'est terminé. Voilà. Oui. Ouais. Et donc j'ai beaucoup discuté avec elle pour mettre au point un petit peu, je dirais pas le concept, il n'y a pas de concept, mais pour voir un petit peu en détail ce qu'on pouvait faire. Moi, je connaissais très bien la partie cinéma, et elle, la partie développement durable un peu plus en profondeur, quoi. Donc, on a bâti comme ça, et puis on s'est entouré ensuite de gens qui viennent de l'événementiel, qui viennent du cinéma, qui viennent un peu de tous les horizons. Voilà. Alors, c'est un gros projet, donc nous sommes sur la radio des entrepreneurs, c'est un gros projet entrepreneurial. Comment est-ce qu'on met en place un festival? Comment est-ce qu'on en trouve les financements? Comment réalise-t-on la logistique? Comment implique-t-on les gens, les acteurs, les parties prenantes sur ce type de festival qui, on ne l'a pas encore dit, est totalement gratuit? Voilà, totalement gratuit, selon la volonté de monsieur le maire de Courbevoie, qui voulait que ce soit gratuit. Voilà. C'est une très bonne idée, très bonne initiative. Alors, oui, c'est bien parce que ça ouvre à tout le monde. Alors, c'est gratuit pour les gens, mais en fait, c'est pas gratuit. C'est nous qui payons les billets. Voilà. Donc, pour les gens de cinéma, pour les intervenants et tout ça, voilà, c'est pas comme si c'était un festival gratuit. Alors, comment tout le monde est payé, tous les films on paye tous les films, voilà. Et alors, comment vous avez réussi à trouver les financements uniquement publics? Alors, Je vais répondre à votre question, mais pour faire un festival, c'est super, il faut se dire qu'on n'a pas envie de gagner d'argent. Voilà. Et là, vous pouvez faire tous les festivals que vous voulez. Donc, c'est formidable. Donc, on fait une association, voilà, et puis on crée une structure, et puis ensuite, on se dit, OK, on fait le festival, donc on le fait. Et puis après, on cherche de l'argent. Voilà. Donc l'argent est venu. Il n'y en a pas beaucoup, hein, déjà. On a un budget de, je ne sais pas, à peu près 300 000 euros. Et la moitié, ce sont ce qu'on appelle du mécénat de compétences. Du mécénat de compétences, quoi. Voilà. Donc on intéresse de plus en plus d'entreprises, c'est vrai. Mais on n'a pas énormément d'argent, mais on ne se plaint pas non plus, quoi. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour trouver ces mécénats de compétences, éventuellement mécénats financiers? Comment on implique les entreprises ou les différents acteurs? Sur quelle valeur? Comment les fait-on vibrer? Mais là, je réponds. Sur quelle valeur? J'ai envie de dire que les entreprises regardent un petit peu notre programme. C'est pas nous, finalement, qui impliquons les entreprises sur certaines valeurs. C'est elles qui choisissent de piocher, et nous ensuite on se dit ok, on est d'accord avec cette entreprise ou pas, quoi. Voilà. Donc ça se passe plutôt comme ça. Par exemple Toyota, ils nous prêtent des voitures hybrides, quoi. Donc alors là c'est évident, quoi, hein. Qu'il y a d'autres, je sais plus. Attendez, je vais regarder.
le ministère de l'écologie. Alors, il nous prête son logo. Alors, c'est pratique pour la légitimité, ça donne pas forcément beaucoup d'argent, mais effectivement, ça permet d'aller chercher d'autres partenaires. Voilà. D'un point de vue entrepreneurial. Alter Eco du chocolat. C'est formidable, ça, le chocolat. Tristan Lecomte vous a brevet de chocolat. Voilà, du chocolat, c'est génial, quoi. Et puis évidemment, des relais du fond, voilà, quand ils peuvent venir assister à des débats, etc., ils viennent, quoi. Nous avons parlé aussi donc de Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi, ça il faudrait demander à Caroline Guidetti, hein, mais Pierre Rabhi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dernièrement, là, c'est un type, c'est vraiment quelqu'un de formidable, il est très émouvant parce qu'il est très simple et avec lui on comprend tout. Vous voyez, on se dit que finalement chacun d'entre nous peut changer le monde. Avec lui on apprend ça. En faisant quoi ? Pas grand-chose finalement. En faisant un tout petit peu mais devant chez soi et puis essayer de rayonner un petit peu autour de soi. Et puis finalement on s'aperçoit que si beaucoup de gens le font, ça change les choses, ça irradie. Et finalement, c'est comme ça qu'on peut changer le monde, avec des petites choses. Par exemple, ne pas jeter son mégot de cigarette par la fenêtre, ça permet de changer le monde. Vous voyez, c'est un tout petit truc, mais tac. Ou par exemple, faire du compost. Quand on fait du compost, on prend conscience du vivant, de la nature, on se met à respecter le vivant. C'est fou, quoi, mais il faut le faire. Quand c'est abstrait, voilà, ça va, c'est bien pour les intellectuels comme vous, quoi. Attention. C'est un peu comme l'art, quoi. Si vous voyez, l'émotion brute, ça peut déclencher vraiment une prise de conscience. Voilà. Et faire du compost, c'est la même chose. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle la révolution de cuisine ou de chambre à coucher. Voilà, on commence chez soi, devant sa porte, à faire au quotidien un certain nombre d'actions. Pourquoi cette volonté de changer le monde ? Alors qu'est-ce qui vous plaît pas ? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans le monde ? Écoutez, pourquoi le faire évoluer ? D'abord, on voit bien que le vivre ensemble, on voit bien qu'il y a des tas de choses qui ne nous plaisent pas un peu partout, les guerres, l'injustice. On sait que le monde est difficile, qu'il n'y a pas que des gentils, mais au moins essayons nous-mêmes de nous comporter correctement, quoi. Et puis essayons de voir ce qu'on peut faire pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Enfin, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on essaye, avec ce festival, en tout cas, de faire en sorte que chacun puisse trouver, peut-être des réponses ou une motivation pour agir lui-même. Voilà. C'est quoi se comporter correctement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du monde ? Pour vous, vraiment pas de manière abstraite ou intellectuelle. Je sais pas, c'est au moins ne pas faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux autres, déjà. Essayer d'être équilibré, ne pas juger. Voilà. Se défaire des a priori. Oui, se défaire des a priori. Fût-ce auprès des intellectuels. Mais en général, tous les grands intellectuels sont des gens qui vous rendent, qui vous élèvent, quoi. Hein, donc j'ai rien du tout, j'ai rien contre les intellectuels, au contraire. Au contraire, c'est bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent pour nous. Mais c'est le cas, par exemple, nous parlions de Pierre Rabhi, c'est à la fois un intellectuel de haut niveau et en même temps c'est quelqu'un d'une simplicité absolue qui se met à la portée de tous et, vous le disiez, qui élève les consciences, qui a commencé dans son coin à repenser l'agroécologie, la manière de cultiver, de vivre, de se comporter, etc. Voilà, Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, quoi. Voilà. Donc, quelqu'un de simple, qui est resté simple, qui a travaillé en usine, qui a travaillé dans les champs, et qui arrive à faire renaître la vie là où il passe. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qu'on aura prochainement dans l'émission, d'ailleurs. Voilà, donc ça sert un petit peu de teasing. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la partie cinématographique ? On a des films qui viennent d'où ? Qui nous disent quoi ? Qui nous parlent de quoi ?
Il y a une vingtaine de films. Alors, on est comme tout le monde, on essaye d'avoir des exclusivités, mais bon, comme on en est qu'à la 3e édition, c'est un peu dur. Hein. Il y a une vraie bataille entre festivals. Les gros distributeurs, par exemple, quand vous n'avez fait que 3 éditions, vous regardez de haut, c'est compliqué d'avoir de gros films. Donc, on est très heureux d'avoir, par exemple, Promised Land de Gus Van Sant. Donc, si vous avez vu Will Hunting, ce chef-d'œuvre, vous saurez que si vous venez au festival, vous passerez un bon moment en compagnie de Matt Damon et de Gus Van Sant, quoi. Un film sur les gaz de schiste qui est intéressant parce que, justement, il nous implique directement parce qu'il pose la question, vous voulez des emplois et de la richesse, mais il y a une contrepartie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? S'il y a des externalités négatives, diraient les économistes, il y a des choses qui se passent au niveau de la planète qui coûtent finalement peut-être plus que les bénéfices économiques qu'on peut en retirer. Voilà. Il faut dire que les différents films qui sont projetés suscitent justement un certain nombre de questions, de débats, et qu'il y a des plages de conférences. On y reviendra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc comme film ? Parce que sur la nature des films, je voudrais dire que vous pouvez voir au festival des films grand public qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le développement durable. C'est-à-dire vous allez voir un bon film, quoi, mais c'est nous qui l'avons identifié comme tel. Par exemple, si vous allez voir Le téléphone arabe, c'est une comédie humoristique, c'est vraiment très intéressant. Et en arrière-plan, il y a le côté le rapport israélo-palestinien, mais il y a surtout ces croyances par rapport à la technologie, justement le téléphone portable, les ondes. Donc par exemple, on programme ce film que vous pouvez voir comme une bonne comédie, mais derrière, il y a un débat avec un scientifique, René Dessèze, de haut niveau. Et on va essayer de savoir un peu si c'est vraiment nocif ou pas pour notre santé, quoi. Voilà. La portée, les ondes, etc. Alors il y a un autre film qui s'appelle Blackbird, qui est un film génial. L'histoire d'un enfant, d'un adolescent incompris, enfin en tout cas qui a des rapports difficiles avec ses parents, comme c'est le cas de beaucoup d'adolescents aujourd'hui, qui est immergé dans les réseaux sociaux et qui est soupçonné de vouloir massacrer son lycée, quoi. C'est le syndrome Columbine. Voilà. Donc là, évidemment, il y a un excellent film, mais il y a surtout beaucoup de choses à dire derrière, quoi. Voilà. Donc on aura une fille formidable pour venir animer ce débat. Et c'est un peu pareil sur tous les films, quoi. Donc il n'y a pas que des documentaires militants, il y en a même très peu. Il y a surtout des films grand public, mais avant tout de bons films. Voilà. Bons films, bonne qualité, qui vont susciter des émotions et des prises de conscience, des débats. Oui, j'ai un exemple, par exemple, Baïkonour, qui est vraiment très drôle et très poétique, qui nous parle de ces nomades qui récupèrent à chaque lancement le premier étage de la fusée pour le revendre, parce qu'il y a beaucoup de métaux précieux. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors on les voit en train de chercher et se bagarrer pour récupérer les morceaux de métal et faire des sculptures dans les villages. Et il y en a un d'entre eux qui se rend compte que la capsule est retombée avec une cosmonaute, la fille de Dominique de Villepin, qui est une magnifique actrice. Et le GPS est tombé en panne, donc les Russes ne trouvent plus cette cosmonaute. Et lui, il la recueille. Donc il y a une formidable histoire d'amour entre le nomade et la cosmonaute. Et tout ça pour dire que ça va nous permettre de faire un débat assez intéressant avec Michel Spiro, le président du CERN, et Marie-Odile Monchicourt et Jean-Pierre Bibring, qui est allé travailler beaucoup à Baïkonour. Un débat sur la coopétition, la contraction de coopération et compétition, qui est un modèle que Michel Spiro a mis au point au CERN et pour lequel il a failli d'ailleurs le CERN a failli avoir le prix Nobel de la paix cette année. Voilà. Ça fait partie effectivement des modèles qui sont développés dans tous les domaines de la vie, qui sont basés sur des modèles animaliers aussi qui existent. Pour dire, on n'est pas obligé d'être dans la compétition, le conflit, etc., mais dans la construction. Voilà, parce qu'il s'est aperçu qu'avec des milliers de chercheurs de nationalités différentes, d'abord il fallait garder l'esprit de compétition pour avancer. Et puis échanger les informations. C'est un peu comme ça qu'ils ont réussi à faire ces grandes découvertes comme le boson de Higgs. Le boson de Higgs. Oui. Voilà. Et donc c'est un modèle qui est formidable, quoi. C'est ce vers quoi il faudrait aspirer, justement pour que les choses aillent bien, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous avez encore? Peut-être un ou deux films, et puis ensuite on passera à la partie théâtre aussi extrêmement intéressante. Un film sur Angela Davis, par exemple. Parce que pourquoi on a tous un t-shirt d'Angela Davis, quoi. Donc on a voulu programmer ce film pour montrer un petit peu qui était Angela Davis. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs? C'était justement une militante à la fois des droits de la femme, mais aussi des droits de l'homme, à l'époque des droits civiques aux États-Unis, et qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle était très engagée politiquement. Et elle a été emprisonnée, elle a été accusée de meurtre, etc., quoi. Et on a mis ce film en perspective avec la pièce de Clémentine Célarié, Dans la peau d'un noir, qui se passe à la même époque, où un journaliste se grime en noir pour voir un peu quel regard portent les blancs sur les noirs, quoi. Voilà. Donc Clémentine Célarié se déguise en homme noir pendant la pièce. Et cette pièce est agrémentée de scènes musicales. C'est une véritable création avec ses fils, avec des danseurs. Donc elle se grime en noir comme ce journaliste, mais dans la rue, elle va rencontrer des musiciens, des danseurs de hip-hop, etc. Donc ça sera vraiment un moment formidable. Alors ça sera quand cette partie théâtre? Vendredi 5 avril, Clémentine Célarié, carte blanche à Clémentine Célarié toute la soirée. Et ça a lieu où donc? Au théâtre, alors à l'Espace Carpeau de Courbevoie. Il y a 3 lieux. Il y a la place de la Défense pour le Chant de Fleurs, l'Espace Carpeau de Courbevoie pour les films, le théâtre, et puis le cinéma à Belgrance pour d'autres films. Voilà. Très bien. Alors pour terminer sur le théâtre, un hommage à Diane Fossey. Un hommage à Diane Fossey sur un texte de Pierre Tréhardy, qui est un auteur qui chaque année nous donne a vraiment la gentillesse de nous offrir un texte qui est une véritable création. Donc avec 3 comédiennes formidables, Marianne Denicourt, Christine Boisson et Anne Brochet, un texte à partir des écrits de Diane Fossey. Alors est-ce que vous pouvez rappeler qui est Diane Fossey? Les gens se souviennent peut-être de Gorille dans la brume, qui retrace de manière un peu romancée sa vie, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir non seulement au théâtre, mais dans un film qui a été réalisé sur elle à l'époque, qui date de 76 ou 78. 76 ou 78. Vous pouvez nous en parler un peu? Donc Diane Fossey était une femme engagée, qui a voulu s'occuper des gorilles, qui est partie au Rwanda et qui a créé une sorte de réserve, quoi, avec son énergie, parce qu'elle était réputée comme ayant beaucoup de caractère et ne s'entendre qu'avec les gorilles. Ça, c'était les mauvaises langues peut-être qui disaient ça. Ce qui nous a été confirmé par André Lucas, qui a eu l'occasion d'aller travailler avec elle sur place. André Lucas, qui est un monsieur assez formidable, qui est né près du Jardin des Plantes et qui s'est trouvé une vocation en allant, quand il était enfant, au Jardin des Plantes, voir justement les singes et les gorilles. Et il a consacré sa vie à ça, et il s'occupe non seulement des gorilles, mais également des enfants qui habitent dans cette région à travers une association. Alors en quoi ça nous concerne? En quoi ça intéresse les gens de parler ou de voir ça à des gorilles ou, je sais pas ou des petits Rwandais? En quoi c'est intéressant? Je ne sais pas si les gorilles sont nos amis. Nos amis. Gare aux gorilles. Gare aux gorilles. Et en quoi ça nous concerne? Vous savez bien que d'abord la biodiversité, quand une espèce disparaît, puis alors cela nous ressemble tellement qu'on le verra avec les textes, avec les images, on verra vraiment qu'ils nous ressemblent de très près, de très très près. Ils ont des sentiments, ils apprennent, ils se comportent avec les enfants de la même manière que nous. Voilà, ils sont très très proches des humains, quoi. C'est pour ça que les voir disparaître, c'est pas terrible, quoi. Voir une main de gorille qui sert de cendrier, oui, c'est pas terrible, quoi. Donc les gorilles sont exterminés parce que les gens ont besoin d'argent, donc ils les tuent, ou il y en a qui les mangent même, voilà, et il y en a de moins en moins, donc il faut vraiment faire quelque chose pour éviter ça.
Alors, en dehors des gorilles, donc, vous intéressez également à quelle autre partie du développement durable, quelle autre conscience de la planète, de notre écosystème, de notre environnement, de nos rapports à l'autre, quelles questions sont débattues? Par exemple, nous avons une partie débat, conférence après chaque film, après le théâtre, etc. Ben, par exemple, il y a un film qui s'appelle Le thé ou l'électricité. Donc il y a 2 films comme ça, sur l'arrivée de l'électricité, chez des gens qui n'ont jamais vu une ampoule électrique. Alors c'est intéressant, à l'époque où nous, en pleine période de crise, on veut revenir à la bougie, de voir comment des gens qui reçoivent l'électricité, comment ils se comportent par rapport à ça, quel est le sens du progrès quand l'électricité arrive chez vous. Ce qu'on a connu, nous, avant la guerre en France, quoi. Et donc, Ça se passe dans quel pays? alors il y en a un qui se passe au Maroc et l'autre au Laos. Et ce qui est vraiment... Pourquoi on a mis ces 2 films? Parce qu'au Maroc, ils semblent refuser l'arrivée de ces lignes électriques, ils s'en foutent, ils veulent une route. Tandis qu'au Laos, ils sont beaucoup plus dans la téléphonie mobile. Ils veulent vraiment l'électricité pour avoir les informations, la télé, le satellite. Et en 3 mois, un village de la jungle où il n'y avait rien se transforme en une sorte d'immense boîte de nuit avec du son partout. C'est incroyable. Tandis que dans le Haut-Atlas, on s'en fout, on continue de boire le thé et on veut une route et on ne veut pas de leur électricité qu'on doit payer, on ne sait pas comment on la paiera. Donc il nous semblait intéressant parce que justement, on s'aperçoit que les idées reçues, il faut les laisser de côté. D'interroger la modernité, la notion de progrès, en quoi ça a servi, ce que ça apporte, Voilà. ou non, Voilà. de véritablement humain. Voilà, au moment où nous, évidemment, on se dit que plus jamais on ne pourra se passer d'électricité. Voilà. Et comme la semaine du développement durable, elle est un peu orientée sur la transition énergétique cette année, c'est intéressant aussi de voir ces films, quoi. Alors, autre conférence, donc on parlait tout à l'heure de Pierre Rabhi, donc qui intervient sur l'agroforesterie, non, sur l'agroécologie. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, je suis pas du tout spécialiste, moi. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je sais que ça consiste à revivifier la terre, à remettre du vivant, à rendre la terre vivante. Et quand la terre redevient vivante, après avoir été épuisée, ben évidemment, elle est plus généreuse, quoi. Et ça permet de renourrir effectivement ceux qui l'utilisent. Ça s'appelle nourrir le futur. D'ailleurs. Nourrir le futur dans tous les sens du mot, hein. Voilà. Nourrir. Je trouve qu'au moment où on assiste aujourd'hui à une vente généralisée des terres arables dans le monde entier, hein, je trouve que la position de Pierre Rabhi est tout à fait intéressante parce qu'elle va justement à contresens de cette espèce de mouvement de la finance qui investit dans les terres, quoi. Dans les terres qui n'ont pas été cultivées, qui sont des terres très riches, et où on assiste à des situations intolérables et paradoxales, où les gens qui cultivaient leur lopin de terre se font éjecter et n'ont même plus les moyens d'acheter ce qui est cultivé localement. Par les multinationales, voilà, etc. Voilà, donc ça, par exemple, ce sont des choses qui vont un peu... Avec en plus les problèmes corrélatifs de l'eau, de la pollution, etc. Bah, bien sûr. Toujours, voilà. Bon, c'est voilà. peut-être impensif, mais c'est surtout une réalité. Oui, c'est une réalité. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous mobilise, qu'est-ce qui vous meut dans cette action? Ce qui nous mobilise, c'est d'abord d'offrir une fête, parce qu'un festival, c'est une fête, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est de faire la fête, et puis en même temps, de trouver peut-être, hein, on espère, des solutions à des questions qu'on pourrait se poser du type « qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà, qu'est-ce que moi je peux faire à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'arranger un peu tout ça, quoi. Parce qu'on se sent souvent impuissant, on parle des grands problèmes de l'énergie,
Mais bon, on peut même pas mettre un panneau solaire ou une éolienne chez soi. Les déchets, c'est pareil, on est submergé par les déchets, on est submergé par tout. Un tas de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on essaye toujours de partir des questions générales et puis d'arriver progressivement à des questions locales, jusqu'au jardin partagé, jusqu'au tri des déchets, à la délocalisation de l'énergie, à la relocalisation de l'énergie, etc. Dans la production, chose qui se faisait d'ailleurs en France jusque dans les années 45-50. Alors, l'énergie, l'EDF a été nationalisée en 46, mais avant, effectivement, l'énergie était produite localement par des sociétés locales. Tout à fait. Ouais. Il y en a toujours 2 ou 3. Il y en a à Metz, par exemple, qui existent. La ville de Metz, ouais. Et c'est un grand mouvement, par exemple. En Allemagne, la ville de Berlin est en train de le faire, un petit peu à l'image de ce qu'on fait pour l'eau ou les déchets, quoi. Voilà. Avec utilisation, production, traitement au niveau local. Tout à fait. Et on utilise les bénéfices pour réinvestir dans des projets sociaux. Voilà. Alors vous parlez aussi, c'est un des volets qui est traité, le côté social. Oui. Alors vous le traitez comment? Quelles sont les questions qui sont posées, justement? Le côté social. Non, pas fou. Non, pas fou. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, quand même. Le côté social, de toute façon, comment est-ce qu'on peut séparer les choses, quoi? Je veux dire, on peut pas séparer. Pourquoi compartimenter, hein? Il faut. Je ne compartimente pas, je rappelle que dans votre vision globale, il y a dans cet écosystème, il y a une pensée aussi de l'économique, du social, du sociétal, de l'énergétique, de la vie au quotidien, de la manière de se comporter, tout ça. Alors, je sais pas, par exemple, les jardins partagés, c'est du lien social. L'éducation des adolescents, c'est ce que j'appelle du social, quoi, l'éducation. Nous, on n'a pas d'action sociale directe, hein, voilà. C'est très pratique, on se contente de passer des films, de faire des débats. Finalement, c'est assez confortable, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut l'être moins ou qu'est-ce qui peut être joyeux et en même temps confortable au quotidien? Comme ça, quelques petits exemples de ce qu'on peut faire. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 ou 3 actions qu'on pouvait mettre en place chez soi, que ça soit le compost, que ça soit les cigarettes. On peut peut-être se dispenser de fumer aussi, mais ça, c'est... Alors moi, je donne pas de conseils ni de leçons, donc chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut, voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment est-ce que vous vivez? Je fais du compost, moi. Je fais du compost. Et vous en faites quoi après? Du terreau. Alors, pour mettre dans vos plantes, vous avez un jardin J'ai un petit jardin, partagé. j'habite au rez-de-chaussée, j'ai un petit jardin. Et j'ai des plants de tomates et des fleurs, quoi. Donc j'utilise mon compost pour mes plants de tomates et mes fleurs. Voilà. Mais j'avais jamais fait ça avant. Moi, j'ai démarré aux Enfants du Rock, donc si vous voulez, voilà, c'était. Donc et j'ai découvert que avec le compost, ma vie avait changé. C'était le rocker jardinier qui a parlé. Alors on parle de social, de cinéma, de développement durable sous toutes ses formes, mais il y a également du street art, de l'art, avec des artistes engagés, dont Gass. Alors d'où vient cette rencontre? Quelle est la volonté? Pourquoi faire intervenir des artistes plastiques? D'abord, on avait besoin de faire une affiche. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire appel à un artiste pour faire l'affiche. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré donc Gass, tout à fait par hasard, hein, qui est un artiste iranien qui a fait la guerre pendant plusieurs années, la guerre Iran-Irak dans les marais, donc qui a pris des gaz et qui a été extrêmement choqué de ce qu'il a vu, de perdre ses amis, enfin de rester plusieurs années comme ça. Il est arrivé en France et puis voilà, il a fait de la peinture pour essayer d'exorciser un petit peu ce qu'il avait vécu, de se libérer de tout ça. Et donc en discutant avec lui, très vite, il nous a proposé de faire cette affiche gratuitement et puis aussi de donner un tableau, de vendre un tableau au profit de la fondation Pierre Rabhi. Voilà.
Donc c'est formidable. Donc il va organiser ça, une vente. Là, on prend le temps. Hein. On n'est pas pressé. On fera ça après le festival. Mais il vendra un tableau. On essaiera de le vendre le plus cher possible et de faire cadeau de cet argent à la fondation de Pierre Rabhi. La fondation Colibri. Voilà. Non, c'est pas Colibri. C'est le fonds de dotation Terre et Humanisme, je crois. Voilà. D'accord. Donc vous nous transmettrez éventuellement la date comme ça. Oui, ce sera. Voilà, on vous dira quand est-ce que. On le verra avec lui en direct. Très bien. Voilà, donc l'art, l'art à la Défense aussi, avec Pierre Estève, qui est un artiste engagé, effectivement, qui fait des installations participatives pour sensibiliser au développement durable, et notamment là au recyclage, à travers la fabrication de fleurs en plastique. Donc, et puis des expositions de photographies, de sculptures aussi, avec de la ferraille recyclée trouvée dans les décharges. Vraiment magnifique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ce sont des installations, des performances qui ont lieu dans l'espace public qui est repensé, qui est réapproprié et qui est embelli. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'à partir du béton, on fait pousser d'autres choses, on rend le monde beau par l'art, peut-être par ça, et en impliquant véritablement, vous disiez tout à l'heure, les élèves des écoles, différentes personnes, effectivement, qui contribuent collectivement à faire quelque chose, à apporter une pierre à l'édifice. Oui, alors je vais vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit au début, c'est qu'en fait, ce festival a lieu là aussi à la Défense parce que depuis une dizaine d'années, en discutant avec un des adjoints de la mairie de Courbevoie, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de choses en préparation et que tout le paysage allait être dessiné autour de la Défense. À savoir, les quais seront aménagés, on va faire des circulations douces, ça a déjà commencé, détruire du béton. Donc on s'est dit que si on faisait ce festival, quand ce festival arriverait à maturité, voilà, on pourrait profiter de ces aménagements de quais pour faire des tas d'activités, de ces circulations douces. Et peu à peu, la Défense est en train de changer, quoi. C'est-à-dire qu'on y vit, voilà, on y sort, il y a des enfants, il y a des écoles, et ça correspond moins à l'image qu'on a pu en avoir par le passé. C'est vrai que ça avait été pensé pas du tout de manière à pouvoir y vivre, quoi. Simplement à venir y travailler, quoi. On n'y plante plus que des grandes tours. Maintenant, on y fait pousser d'autres choses. Voilà. Dont des idées. Et puis peut-être bientôt des fermes dans les tours, hein. Les fermes urbaines. Voilà. Il y a un artiste qui travaille là-dessus justement, qui s'appelle Philippe Assalit, je crois, qui doit faire une exposition prochainement sur ce thème, voilà, dont on reparlera. Alors nous allons passer maintenant à notre questionnaire Changer le monde. Petite réponse courte, concise. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? La réalité. Vous grimpiez aux arbres quand vous étiez petit ? C'est la réalité qui me fait rêver parce que en fait, moi j'observe beaucoup, quoi. Je parle peu, hein, d'habitude. J'observe. C'est d'ailleurs certainement pour ça que j'ai fait ce métier de documentariste. J'adore observer la nature, les gens. Et ce qui me fait rêver, c'est vraiment l'observation de ce que je vois, quoi. Un détail et je pars. Voilà. C'est d'ailleurs un problème parce qu'en pleine conversation, je pense à autre chose ou pendant un film. Et les gens, quelquefois, sont partis et je suis toujours là en train de partir dans mon rêve, quoi. Vous voyez ? Le côté contemplatif dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Peut-être une des clés du bonheur et de l'évolution. Oui, parce qu'en fait, quand on n'a rien, simplement un champ, quelques pierres, des fourmis, on rentre dans un monde et voilà, et on s'amuse avec ce monde. Et on crée le monde. Voilà. Alors, C'est pour ça que j'aime bien l'art minimaliste, j'aime bien, oui.
Quel monde vous voulez créer? Il est comment le monde que vous avez créé ou que vous, j'allais dire, que vous vivez? Votre monde le au monde que quotidien. j'aimerais créer, Oui. certainement pas à mon image. C'est-à-dire? Bon, bah, écoutez, je ne sais pas. Je crois que le monde tel qu'il est, finalement, il est pas si mal que ça. Hein. C'est peut-être les hommes qu'il faut changer parce que la Terre, finalement, elle est très belle. Voilà. Même le genre, quand on discute avec quelqu'un, finalement, on arrive toujours à s'entendre, quoi. Voilà. C'est pour ça, il faut aller chercher ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui nous réunit. Voilà. L'amour, quoi. Qu'est-ce qui vous pousse? Bah, ce qui me pousse, je sais rien. Ce qui me pousse, je me pose pas la question. Vous vivez? Oui, je me pose pas la question. Je fais quand j'ai envie de faire un film, je le fais. Voilà. On a parlé un petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui est de cette volonté, non pas cette volonté, mais ce côté volonté de non pas de transformer, mais de se transformer en réalisant finalement vos différents films, projets, festivals. Qu'est-ce qui vous a transformé? Quelle rencontre, quelle personne, quel livre, quel moment? Bah écoutez, on s'enrichit chaque jour de toutes les rencontres qu'on fait, quelles qu'elles soient. Ça commence bien sûr à l'école, ensuite avec les études. Faire ce métier de réalisateur, c'est finalement une chance incroyable parce qu'on rencontre aussi bien des prix Nobel que... Enfin, vous voyez, on a accès à toutes sortes de gens. Et on a un rapport privilégié avec ces gens-là, le temps d'un film, quoi. Donc on s'enrichit de toutes ces rencontres. Les rencontres marquantes, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y en a énormément, quoi. Il faut peut-être juste y être sensible, être ouvert à ces rencontres. Oui, des rencontres, ça peut être... moi, j'ai rencontré, par exemple, un type qui s'appelle Joe Le Guen, hein, qui a traversé les océans à la rame. Donc, à son contact, j'ai appris à penser... en solution, parce qu'un type qui traverse un océan à la rame, s'il ne trouve pas la solution, il meurt. Donc, ce Joe Le Guen m'a appris à penser en solution dans la vie quotidienne. Vous voyez, c'est tout simple finalement. Il m'a dit simplement, quoi que tu fasses, il faut que tu sois d'accord. À la question, mais pourquoi tu fais des choses pareilles? Mais comment tu fais pour traverser un océan? Il m'a dit, il n'y a qu'une chose, il faut être d'accord. Voilà, donc bah, écoutez... il faut être d'accord et après tout va bien. Et alors comment vous faites pour être d'accord avec vous-même? Bah alors ça c'est le plus compliqué, d'accord avec soi-même. Je sais pas, c'est un travail de toute une vie, non? Probablement. Voilà, d'aller chercher au fond de soi, je sais pas, une vérité, s'il y en a une. Je sais même pas s'il y en a une d'ailleurs. Vous avez trouvé quoi, vous, au fond? Au fond de moi? Oui. Je le saurais le dernier jour de ma vie en me regardant dans une glace. Ah, peut-être que vous avez déjà quelques, non pas réponses, mais quelques éléments, quelques pistes. Je n'aurais pas la prétention de parler de moi de manière aussi intime. Non. Quelle est votre richesse? C'est pareil, je ne peux pas répondre à cette question. C'est aux autres de répondre. À quoi croyez-vous, finalement? Ben, je crois en fait que partout, quelles que soient les rencontres, les situations, on peut trouver quelque chose de bien, de bon, de positif. Par exemple, j'ai fait un film sur les free parties qui s'appelle Free Party, en deçà du bien et du mal. Et simplement, c'était pour me demander, mais comment on peut se réunir comme ça, sous la pluie, malgré les interdictions, dans des conditions pas possibles. Qu'est-ce qu'il y a là à aller chercher? Quelle vérité il y a à comprendre, quoi? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et j'ai trouvé des réponses. J'ai trouvé des gens qui m'ont dit, c'est une école de la vie, voilà. Voilà, donc je suis comme ça, je cherche toujours à essayer de voir ce qu'il y a de bon où que je sois. Très belle philosophie. Qu'est-ce qui est... Du café du commerce. qui rejoint peut-être le bouddhisme et le café du commerce peut-être ouais. Arrivent à se rejoindre. Qu'est-ce qui est magique pour vous? Oh, tout.
tout est magique. Tout est magique. Ça m'intéresse aussi. Par exemple, j'ai fait un film sur les sorciers du Berry, si on parle de cette magie-là. Voilà. Donc, là, j'ai eu des sacrées surprises. C'est-à-dire lesquels? Vous découvrez quel monde? Qu'est-ce qu'ils font? Des poupées vaudou, des tas de choses incroyables, quoi. Et là, les plantes aussi. J'ai découvert qu'aujourd'hui, en France, finalement, on vivait... on n'avait pas perdu ce rapport, justement... à la nature. À la nature, ce monde magique, quoi, qui nous entoure. Alors évidemment, il y a les croyances, mais il y a aussi des gens qui ont conscience du lien qui unit à la fois les individus et tout le vivant. Voilà, vous voyez ? Ce que la science essaye finalement de démontrer, hein. Ce lien ténu, voilà, et permanent qui nous relie tous. Eh ben, il y a des gens qui ont l'intuition de ça, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver vos films, d'ailleurs? Bah, je pense qu'il y en a qui se promènent sur Internet, voilà, et puis on tape comme ça, le Berry des secrets, on tape... Pascal Signolet, le voilà, Berry des secrets. Free Party en deçà du bien et du mal, Marée Noire, le naufrage des droits de l'homme, et puis Poubelle la vie, La fée électricité, et puis on trouve des choses. D'accord, très bien. Qu'est-ce que... On parlait de côté magique. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire apparaître ou disparaître avec une baguette magique? Oh là là, j'en sais rien. Apparaître, disparaître avec une baguette magique. Je regarde votre appareil photo là et je suis sûr qu'il y a un génie à l'intérieur. Voilà, j'aimerais bien que le génie de We Do Biz apparaisse. Il est là, parlez-lui. Qu'est-ce que l'humanité? Alors on est dans les grandes questions, oui, bon. Qu'est-ce que l'humanité? Oui. Pour vous? Bah, l'humanité, c'est tous les hommes, quoi, qui habitent le vaisseau Terre, quoi. Voilà, tous les passagers du vaisseau Terre. Qu'est-ce que l'univers? Ah, l'univers, je sais pas, c'est peut-être un géant. Voilà. On serait une toute petite partie d'un immense géant. Voilà, c'est peut-être ça l'univers. Qu'est-ce que le beau pour vous? Bah, écoutez, le beau... le beau se cache parfois, il faut savoir le trouver. Voilà, il n'est pas forcément donné. Il faut aller voir derrière les apparences, comme dirait Voilà. le Petit Prince. Voilà. Qu'est-ce que le sublime? Je sais pas, le sublime, je ne trouve rien de sublime, voilà. Je trouve les choses belles, mais sublime, c'est pas un mot, non, qui me parle. D'accord. Quelles sont vos 3 idées concrètes pour changer le monde et bâtir une humanité meilleure? Comme ça, je vous envoie comme ça au débeauté. Ah oui, mais... Bah écoutez, voilà, en tout cas, s'il y en a une à laquelle je crois, c'est qu'il faut commencer par soi-même, quoi. Voilà, je pense que chaque personne peut changer le monde et que c'est un travail de toute une vie d'ailleurs, mais il faut en être convaincu, quoi. Voilà, il faut faire une petite chose pour soi, à l'intérieur de soi, et ensuite tout va bien, quoi. Voilà. Quelle trace est-ce que vous aimeriez laisser? Bon, écoutez, je sais pas, moi je fais les choses comme ça instinctivement. Je fais des films, par exemple, mais je fais pas ça pour laisser une trace, quoi. Non, je pense que finalement, à partir du moment où on a vécu, chacun de nous laisse une trace, voilà, et qu'elles se valent toutes. Pour Pour terminer, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est important pour vous et quelle citation, petit mot, devise vous pourriez faire vôtre? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles, non? Peut-être. Sénèque, voilà. Eh bien, quittons-nous sur Sénèque. L'art de changer le monde, c'est par chacun, c'est pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. Alors, vous retrouverez les différentes informations sur le festival Atmosphère sur festival-atmosphère.fr avec les différents horaires pour les projections au cinéma, les conférences, les débats, pièces de théâtre, concerts, les installations à la Défense et avons-nous tout dit ? C'est gratuit. Et c'est gratuit, on le répète, c'est du 2 au 7 avril, donc à Courbevoie, à la Défense, sur 3 sites. Place de la Défense, Espace Carpeau et Cinéma à Belgance. Eh bien, merci Pascal Signolet. Merci à vous. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I